Salut et bienvenue sur le podcast S'élever en même temps que son enfant. Je suis Maude, coach certifiée chez Mercredi, mais surtout maman de 3 enfants. Sur ce podcast, je t'aide à conjuguer la bienveillance avec la réalité de ton quotidien de maman. Utiliser ton choix d'une parentalité bienveillante comme un accélérateur de ton propre développement personnel. T'aider à changer de regard sur les situations que tu vis avec ton enfant pour t'en servir, pour grandir et apprendre sur toi. Et c'est parti. Ça y est, pour un coaching parental de groupe où je vais répondre à toutes les questions. Et sinon, je vais aller chercher les questions qui m'ont été envoyées c'est des mamans. C'est que des mamans qui m'ont envoyé des messages, des petites questions que j'ai reçues pour pouvoir te partager mes pistes en tant que coach parental, mes réponses, on va dire. Et ça te donne aussi un petit aperçu comme ça de ce que ça peut être un coaching de groupe dans la formation S'élever en même temps que son enfant. Parce qu'effectivement, aujourd'hui, c'est le grand jour. La formation S'élever en même temps que son enfant réouvre ses portes. Alors, en fait, c'est une formation qui ouvre et qui ferme ses portes pour la simple raison que c'est un accompagnement parental. Tu as la formation que tu suis en complète autonomie grâce à un podcast privé, mais à côté de ça, c'est quand même personnalisé. Tu peux me demander des compléments d'information, des compléments de réponse, me partager tes questionnements à toi en tant que parent, justement à travers les coachings de groupe que l'on a. Il y en a 6 au total, 1 pour chaque module, et puis aussi sur le groupe privé. Il y a un groupe privé sur la formation qui est sur Telegram. C'est exactement le même fonctionnement que WhatsApp, sauf que ça permet de garder nos confidentialités de numéro de téléphone, tout simplement. C'est juste pour ça que je suis passée sur Telegram pour le groupe privé. Mais c'est pour ça que je dis que la formation S'élever en même temps que son enfant est un accompagnement en ligne. C'est parce que, même si c'est en autonomie, c'est personnalisé. Ok, on n'est pas en coaching individuel, mais que ce soit dans le coaching de groupe ou sur le groupe privé sur Telegram, tu peux me poser tes questions, ton cas particulier à toi, ta difficulté. T'as les autres mamans qui partagent la même vision que toi, qui peuvent rebondir. Et surtout, je suis très active dessus et je réponds à toutes les questions. Donc voilà, ça c'était le petit moment auto-promotion. Reste jusqu'à la fin du live parce que je te proposerai une petite surprise. Si tu veux aller plus loin, que tu veux rejoindre la formation, voilà, j'ai une petite surprise pour toi à la fin de ce coaching de groupe. Donc comme je te le disais, c'est un petit avant-goût aujourd'hui de ce que peut être un coaching de groupe. Certains des coachings de groupe sont effectivement des sessions comme ça de questions-réponses de cas particuliers des mamans qui suivent la formation. Quelquefois, ce sont des vrais coachings de groupe. Dans le sens où c'est vraiment du développement personnel. Je vais vous faire travailler en groupe sur une thématique. Je pense notamment au module sur les émotions, où là, je vais vraiment t'apporter une technique pour aller beaucoup plus loin. L'exemple que je te propose aujourd'hui, c'est plutôt, tu l'auras compris, un coaching de groupe, questions-réponses. Tu me poses ces questions et moi, voilà, je t'apporte mon éclairage dessus pour vraiment personnaliser un petit peu le truc. Voilà, c'est en grande ligne ce qui nous attend aujourd'hui. Je te le rappelle à toutes celles que je viens de voir arriver, vous pouvez me poser les questions aussi en live. J'essaierai d'y répondre soit en live, soit après en message. Je reviens vers toi et je te ferai des petits messages vocaux pour vraiment que tu aies la réponse à ta question. Allez, on attaque direct. J'ai reçu la question de Anne qui a un enfant de 4 ans. Sa question c'est je veux tellement bien faire que je me mets la pression en permanence sur l'éducation de mon fils parce que je suis seule, maman solo. Du coup, parfois, je crois que si mon écran s'éteint, ça va pas le faire. Je suis en train de lire dans le truc et mon écran s'éteint. Les joies du direct. Voilà, il est revenu. Du coup, parfois, je crois que je le surprotège un peu trop, ou alors que je suis peut-être un peu trop laxiste. Ou alors, est-ce que je suis trop stressée tout court? Comment faire pour accepter de ne pas être la mère parfaite? Alors, la question de Anne, j'ai envie de te dire, ça me donne l'occasion de te dire que si toi aussi, tu es parent solo, je te tire mon chapeau. Il faut aussi que tu te rendes compte un petit peu de la difficulté réelle que tu vis. Tu n'es pas confronté au même quotidien que n'importe quel parent, parce que ça veut dire que tu n'as pas de relais possible au quotidien, j'ai envie de te dire. Donc vraiment, d'une façon générale, je dis toujours aux mamans qui rejoignent la formation, que ce soit sur le podcast ou dans mes contenus gratuits, tu vois, je dis toujours que
la bienveillance que l'on veut pour notre enfant, on devrait déjà se la donner à nous, en tant que maman, en tant que parent, parce qu'on peut pas donner quelque chose qu'on n'a pas pour soi. Et j'ai envie de te dire, quand tu es parent solo, c'est encore plus nécessaire. C'est vraiment, là, c'est plus, enfin, ça devient une exigence ultime si on veut arriver à vivre ça et à traverser ça du mieux possible. Alors, l'autre point qu'il y a dans le message d'Anne, c'est qu'effectivement, en tant que parent, on veut bien faire. En tant que maman, on veut le meilleur pour notre enfant. Donc déjà, on se met une pression, tu vois, un cran, enfin voilà, qui est instinctive avec la maternité. On veut bien faire, donc c'est quelque chose d'assez instinctif. Et souvent, ça va être couplé au fait que les femmes, alors ça existe aussi chez les hommes, bien entendu, si t'es un papa et que tu m'écoutes, bien entendu que toi aussi t'es concerné, mais j'ai remarqué ça souvent, très très souvent chez les femmes, on a ce désir d'être perfectionniste. Tu vois, on veut bien faire tout le temps, le mieux possible, pour tout. Hein, je veux être l'employée parfaite, je veux être la conjointe parfaite, la maîtresse de maison parfaite, voilà, tout. Le perfectionnisme, sauf que ça nous conduit à quelque chose, le perfectionnisme, il est toxique. C'est un extrême. Il n'y a absolument rien de bénéfique. Et alors quand tu couples le fait d'être maman et de vouloir bien faire pour son enfant au perfectionnisme, alors là, tu as le combo gagnant pour faire tout pour que ça marche pas et que tu exploses en plein vol et que vraiment, ça peut pas... c'est le combo gagnant du burn-out maternel pour moi, tu vois. Je te dis ça, je suis passée par cette case-là. Je suis quelqu'un de perfectionniste. J'ai beaucoup travaillé dessus. Je travaille encore dessus parce que c'est ma nature. Donc vraiment, c'est vraiment le combo gagnant. Donc, ce que j'ai envie de te dire, la première des choses, Anne, et puis toi, si tu m'écoutes et que tu te reconnais dans cette description, c'est la première des choses, c'est la prise de conscience. La prise de conscience que tu combines un désir de perfectionnisme naturel chez toi avec le désir de bien faire pour ton enfant. Et que tous ces deux-là mélangés c'est toxique pour toi. C'est toxique pour ton enfant. C'est vraiment, c'est encore une fois, c'est le combo gagnant. L'autre effet que ça a, c'est que ça t'emmène à douter de toi. Parce que tu manques de repères. Peut-être qu'autour de toi, il n'y a pas spécialement de parents qui sont dans la bienveillance, qui sont alignés avec eux-mêmes, avec leurs choix et qui te montrent comment faire. C'est pour ça aussi qu'on a cette tendance à dire est-ce que je suis trop autoritaire ? Ah non, je vais devenir plus permissive et puis là je vais devenir un petit peu trop laxiste. Ah bah non, je resserre la vis. Et en fait, finalement, on se retrouve à constamment être en déséquilibre. Du coup, le cadre que l'on propose à notre enfant, il est pas sécurisant parce qu'il est pas fixe, il est pas connu, tu vois, il est trop mouvant. Donc vraiment tout ça vient impacter la confiance en toi, en tes choix éducatifs. Ça vient impacter forcément la relation avec ton enfant, parce que comme ton cadre, il est mouvant, ton enfant, il sait pas trop dire. Alors c'est un jour où je vais pouvoir gratter un peu ou non, la maman elle serre la vis. Donc ça crée aussi des difficultés dans la relation que tu peux vivre avec ton enfant. J'ai envie de te dire que s'il y avait une chose, là, comme ça, c'est un coaching de groupe, je t'ai pas Anne en face de moi, ou en tout cas, tu n'es pas dans ce groupe-là nécessairement, donc je peux pas faire exactement comme je peux faire dans mes coachings de groupe au sein de la formation S'élever en même temps que son enfant. Mais dans cette vidéo, s'il y a une chose que je voudrais te dire, c'est commence à prendre conscience que ton besoin de perfection, il est néfaste pour toi, mais il est aussi néfaste pour ton enfant. Et ça, je sais que ça va être le moteur le plus puissant à actionner chez vous, les parents, chez vous, les mamans, comme il a été chez moi, attention. Parce que souvent, on dit non, mais moi, c'est pas grave. Ce qui compte, c'est mon enfant. Oui, donc c'est bien pour ça que tout ce que je te propose, aussi bien dans mes contenus gratuits que dans mes formations payantes, ça passe par toi. Enfin, ça passe par ton enfant pour t'atteindre toi. Parce que je sais que le moteur, ça va être le bien-être de ton enfant. Mais le bien-être de ton enfant, il passe nécessairement par ton bien-être à toi. Donc, si j'en reviens au perfectionnisme,
il est néfaste pour toi. Je te l'ai brièvement expliqué. C'est quelque chose qu'on voit vraiment en détail dans la formation, notamment dans le module 0, qui est un peu le module préparatoire. Parce que je l'appelle préparatoire parce qu'il est vraiment très axé développement personnel pour vraiment changer de regard ou faire le nettoyage de toutes tes croyances et tout ça, pour que vraiment on puisse ensuite construire sur des bases saines. Donc je vais te prendre le cas pour lequel ton perfectionnisme, de vouloir être maman parfaite, pourquoi c'est néfaste pour ton enfant, parce que je sais que c'est le moteur qui sera le plus puissant pour te faire prendre conscience de ça et pouvoir amorcer le changement. Ton enfant, je suppose que tu es comme moi, tu sais qu'il va échouer, qu'il va faire des bêtises, qu'il va faire des erreurs à l'école, qu'il va pas y arriver. Naturellement, tu veux qu'il sache dépasser la peur de l'échec, parce que c'est comme ça qu'il apprend. Tu le lui dis, mais c'est pas grave, tu vas t'améliorer, tu vas apprendre. Mais en même temps, si ton enfant il te voit pas toi, la maman, échouer, affronter le côté j'ai pas réussi, j'ai pas su faire, comment toi tu vis le truc, comment tu arrives à réparer, à rebondir, comment veux-tu qu'il apprenne? Si ton enfant grandit admettons, tu parviens à être une maman parfaite, à tout faire toujours très bien, comment ton enfant, en grandissant, va se sentir en se disant mais moi j'arrive pas à faire ce que fait ma mère, mais tu vois ce que je veux dire? C'est ça, en ça que c'est une idée, c'est le perfectionnisme, il est nocif pour ton enfant. Et encore une fois, je te le dis, parce que je l'ai vécu. Moi, j'ai eu une maman, alors ma mère n'était pas célibataire, j'ai grandi avec mon papa, mais mon papa travaillait énormément. Elle n'était pas très présent pendant mon enfance. En gros, je me réveillais le matin, il était déjà parti au travail, et j'allais me coucher le soir, au moment où lui rentrait à la maison. Donc, en gros, elle était quasiment célibataire dans mon éducation, si tu veux. Et je la voyais absolument tout faire. Aller travailler, s'occuper de moi. La maison était toujours cordeau. Les vêtements, elle repassait tout. C'était toujours impeccable. Elle s'occupait même du jardin que mon père n'avait pas le temps de s'occuper. Elle s'occupait de tondre la pelouse, intérieur, extérieur. J'ai grandi avec une mère perfectionniste, tu l'auras compris, et qui ne m'a pas montré cette facette de c'est trop, c'est dur, je n'y arrive pas. Voilà, j'ai vraiment grandi avec cette notion de perfection. Et quand je suis devenue adulte, quand j'ai commencé à me mettre en ménage avec mon conjoint et commencer à travailler et que j'ai voulu maintenir, tu vois, calquer le modèle sur lequel j'étais, enfin être une bonne maîtresse de maison, être toujours bien pomponnée pour plaire à mon conjoint, une bonne employée, cadre dynamique, donc en France ça veut dire travailler jusqu'à tard le soir. Bref, tout ça, scoop, j'ai explosé en plein vol. J'avais 24 ans. Je me suis retrouvée chez une psy parce que j'étais vraiment pas bien. Et c'est là qu'elle m'a aidée à prendre conscience que j'étais devenue perfectionniste, par reproduction, par mimétisme, et qu'en fait, je me comparais à ce que je voyais de ma mère. Et ça a été hyper toxique. Parce que si tu grandis avec une mère qui fait tout comme il faut en permanence, qui ne montre pas les moments durs, qui ne montre pas les moments de doute, parce qu'elle en avait. Scoop, je l'ai découvert bien après. Elle s'est tapée une dépression sévère, carabinée. Bref, je te passe les détails. Il y avait des revers, mais je ne les voyais pas, moi, en tant qu'enfant, si tu veux. Elle m'en protégeait, super, très bien. Mais du coup, j'ai eu le droit, finalement, à l'image toxique. Je ne savais pas comment gérer des échecs. Je ne connaissais pas les échecs. Premier échec de ma vie que j'ai connu, d'un point de vue scolaire, j'ai toujours bien fonctionné. Le premier échec que j'ai connu, c'est mon permis. Je ne l'ai pas eu au premier coup. Voilà, j'ai pas eu mon permis à la première fois. À 18 ans, quand tu passes ton permis, que c'est ton premier échec, et que tu sais pas le gérer, c'est compliqué. Donc, ce que je veux te dire, que ce soit Anne qui m'écoute ou toi qui te reconnais dans ce message-là, tu n'as pas à être une mère parfaite, parce que être une mère parfaite, c'est quelque chose qui va impacter négativement ton enfant. J'en suis persuadée, j'en suis intimement convaincue, et c'est pas parce que je l'ai vécu que je pense que c'est vrai, c'est que maintenant que j'ai travaillé un petit peu dans le développement personnel, c'est pas que je travaille un petit peu, c'est que je suis formée à ça, je suis coach certifiée, je me suis formée à ça,
je connais toutes les répercussions que ça peut avoir. Donc vraiment, je t'encourage très sincèrement à prendre conscience que le perfectionnisme, c'est quelque chose de nocif pour toi. Donc déjà, ça serait bien que tu le fasses pour toi. Mais je sais que c'est souvent un moteur qui est insuffisant. Alors j'ai envie de te dire, c'est toxique aussi pour ton enfant, pour sa construction. Vraiment, c'est le fait de... Comment dire ? Il faut que ton enfant grandisse en ayant des exemples réels, concrets, où il te voit échouer, rater les choses, douter de toi. Et comment tu fais pour rebondir ? Comment toi tu gères ça que tu n'as pas si bien fait ? Être une mère parfaite pour son enfant, ce qu'on entend par là, c'est se dire je vais pas lui crier dessus, je vais pas me fâcher, je vais toujours... Mais non, en fait, t'es humaine. T'es humaine. Donc, c'est utopique. Donc, tu te fixes un objectif qui est inatteignable. D'accord ? Donc, déjà, tu es voué à l'échec en faisant ça. Et en plus, c'est contre-productif pour ton enfant. Si tu veux apprendre à ton enfant à accepter ses erreurs, faut que tu lui montres que toi aussi tu en fais. Et comment tu fais toi ? Comment tu répares ? Comment tu t'excuses ? Comment tu comprends où tu as, vulgairement parlant, où tu as merdé et qu'est-ce que tu en tires comme leçon et comment tu fais pour l'avenir ? Tu vois ? Donc, c'est vraiment ça mon conseil, Anne, et à toutes celles et ceux qui se reconnaissent dans cette quête du parent parfait, comprends que le perfectionnisme est toxique pour ton enfant et pour toi. Commence déjà par cette prise de conscience et dis-toi qu'il y a tous les bénéfices pour que ton enfant entende ce message. Voilà, ça c'était ma première question que j'ai reçue, la façon dont je peux y répondre aujourd'hui dans ce cadre un peu particulier, on va dire. J'ai vu passer... Audrey, tu as fait une demande de partager la vidéo. Alors, la vidéo, je ne vais pas te la partager. Par contre, si c'était une question que tu as, que tu souhaites me poser, Audrey, n'hésite pas. En bas, il y a alors, soit tu me mets un commentaire et je le verrai passer à un moment donné, soit, que ce soit Audrey ou quelqu'un d'autre, bien entendu, vous avez la boîte à questions, la petite bulle avec le point d'interrogation. Ici, vous pouvez me poser la question et j'y répondrai en live. Et si jamais on dépasse, je reviendrai vers toi en message privé pour te répondre. Ok, donc je pense que j'ai pas vu. Ok, super. La deuxième question que j'ai reçue. Attends, je blablate, j'ai soif. 2 secondes. Excuse-moi. Alors, j'ai reçu une question d'Anissa, qui a un enfant, 8 ans. Et en fait, c'est une question, je l'ai reçue, j'ai noté Anissa, un enfant 8 ans, mais j'ai reçu beaucoup de fois ce type de questions. J'ai aussi noté Héloïse, qui a un enfant de 7 ans. Enfin, voilà. Donc, je pense que c'est aussi une question qui peut parler à beaucoup de monde. Bonjour Maud et merci pour ce que tu fais. Comment faire pour stopper le « encore un maman s'il te plaît » dans tout le domaine, que ce soit la TV, les jeux avant d'aller dormir, une histoire, Gulli. Chaque fois, je préviens avant que l'activité va s'arrêter, mais le moment venu, il y a des négociations. Et quelquefois, ça peut pas marcher selon le temps que l'on dispose. Donc, jusqu'à ce que je doive élever la voix ou de manière générale forcer. Par exemple, j'arrête de force la télé en disant c'est bon, t'as déjà eu 15 minutes de plus. Avant, j'attendais la fin d'une séquence. Maintenant, j'éteins quand j'en suis au rappel. Et là, il y a très grosse colère. J'explique que ça ne me plaît pas, mais le comportement de encore, des colères, etc. Je dis ok, t'es en colère, mais vraiment, je ne comprends pas pourquoi. Parce que mon enfant a eu ce qu'elle voulait. Par exemple, 1 heure de TV et 15 minutes de rab. Alors vraiment, comment faire quand c'est l'heure d'arrêter ? Par exemple, il y a école le lendemain, c'est l'heure de se coucher, assez d'écran, etc. Est-ce que ça va passer avec l'âge ? J'espère avoir été claire. Merci et bonne continuation, Anissa. Ok. Donc, j'ai envie de te dire, c'est un grand classique. C'est un très grand classique. Première des choses que je voudrais te préciser, si tu te reconnais dans cette situation-là, ou si tu es Héloïse ou Anissa, dont j'avais relevé précisément cette question. La première chose, j'aimerais te rappeler, peut-être que si tu me suis, tu m'entends souvent parler de compromis. Le compromis, selon moi, selon ma vision et comment je l'applique dans ma parentalité avec mes enfants et comment je te le transmets dans la formation s'élever en même temps que son enfant, pour moi, le compromis n'est pas une négociation au moment des faits, si tu veux. Ça, c'est trop souvent la confusion qui est faite par les personnes qui
n'adhèrent pas à la parentalité bienveillante. C'est une critique des détracteurs souvent de la parentalité bienveillante en disant « Ah, mais ouais, mais si c'est pour négocier en permanence. » Non, on ne négocie pas en permanence avec son enfant. C'est invivable. Enfin, je veux te dire, c'est un job, un négociateur. C'est pas le mien. Qu'on soit clair, ce n'est pas le mien. Donc, trouver un compromis avec son enfant, ce ne sera jamais négocier en permanence les règles pour les contourner, pour voilà. C'est pas du tout ça le job. Donc, déjà, je voulais qu'on soit raccord, j'ai envie de te dire, sur cette définition-là. J'ai envie de te dire, Anissa, parce que tu me dis à un moment donné, simplement, je coupe. C'est bon, il y a eu 15 minutes de rab, c'est en pleine séquence, tant pis, je coupe. Mais j'ai envie de te dire, tu as raison d'arrêter. Tu as raison, parce qu'en fait, quand tu arrêtes, tu poses un cadre à ton enfant. Et encore une fois, un cadre, c'est nécessaire en éducation. C'est pas parce qu'on fait le choix d'une éducation bienveillante que c'est oui à tout, que c'est YOLO. Ça, c'est du laxisme. C'est pas du tout la parentalité bienveillante. Et puis un cadre, c'est sécurisant pour un enfant. Un enfant, effectivement, a besoin de règles. Mais il y a la façon de poser les règles. Et donc il y a la parentalité autoritaire qui pose les règles de manière arbitraire, de manière ferme, posée, paf, paf. Je suis pas persuadée que ce soit la meilleure façon de faire, en tout cas c'est pas la mienne. Mais il est important d'avoir un cadre, parce que le cadre il est sécurisant pour les enfants. Après je pense qu'il y a la manière de faire, et c'est vraiment sur ce point-là que je t'apprends dans la formation. Voilà, pour information, ça sera le module 2. Que je t'apprends à poser un cadre que j'appelle bienveillant et sécurisant. Et où on ne négocie pas en permanence, mais on cherche des compromis. Bref, je reviens à la question. La question, comment on fait pour éviter ça? Est-ce que ça passe avec l'âge? Alors non. Non, ça passera pas avec l'âge. Parce que si ton enfant comprend que en forçant un peu, même si ça génère une mauvaise ambiance derrière, il obtient quelque part ce qu'il veut, mais j'ai envie de te dire, c'est normal. Un enfant, il a forcément envie enfin, c'est pas un enfant, c'est un être humain qui a un désir, qui souhaite quelque chose. S'il trouve un moyen de l'obtenir, bien sûr qu'il va le faire. Enfin, toi et moi, si on a moyen d'avoir une réduction ou d'avoir un plaisir, bien sûr qu'on va essayer de l'avoir. De manière éthique, en mettant les formes, parce que nous, toi et moi, on est adultes, on a dépassé les 25 ans, donc notre cerveau, il est mature, il est arrivé à pleine maturité, on a un système de contrôle des pulsions qu'on a appris à mettre en place, tu vois, donc nous, on y arrive. Un enfant, ça va être beaucoup plus compliqué, il a encore un cerveau immature, parce que, voilà, je te l'ai glissé, un cerveau n'est complètement a fini sa maturation vers les 25 ans. Sachant que chez les garçons, c'est un peu plus tard. Ils sont un peu moins, c'est un peu moins rapide. Je glisse ça là, voilà. Non, sans blague à part, c'est vraiment de dire, c'est tout à fait logique que ton enfant veuille. Donc, non, ça ne passera pas avec l'âge, parce que si tu ne poses pas le cadre, si tu ne crées pas une communication avec un réel échange avec ton enfant pour pouvoir trouver le compromis et non négocier, il y aura pas les bases. Donc ton enfant ne pourra pas faire quelque chose qu'il n'aura pas appris à faire. Donc non, je vais te casser le truc, ça ne passe pas avec l'âge. Il faut accompagner son enfant à comprendre comment respecter les règles, pourquoi respecter les règles, négocier dans un cadre acceptable, c'est-à-dire trouver un compromis. Mais ça, voilà, ça faut l'apprendre. Voilà. Donc ce que j'ai envie de te dire, je regarde mes petites notes quand même. Le fait que tu arrêtes en plein milieu d'un épisode, je le comprends. Il y a un moment donné, ras-le-bol. Juste, on coupe. Après, il faut aussi se mettre à la place de son enfant. Et c'est ça souvent ce que je te propose, c'est de changer de regard, c'est de sortir du schéma de pensée j'ai l'impression qu'il se moque de moi, il en veut plus, ce genre de choses, pour changer de regard. Mais toi, à sa place, si quelqu'un te coupe en plein milieu de ta partie de jeu, te coupe en plein milieu d'un épisode de ta série préférée, tu vas leur dire, c'est normal que ça génère des émotions. J'ai envie de te dire, c'est tout à fait logique. Ça c'est un truc qu'on peut facilement, si on se met à la place, qu'on peut facilement comprendre.
Donc effectivement, le truc, ça va être peut-être d'expliquer. On va déjà chercher à éviter autant que possible de couper arbitrairement, de laisser l'opportunité à ce que l'épisode se coupe proprement, ou quelquefois, je sais pas moi, mes enfants vont commencer à regarder un épisode qui va durer peut-être 20 minutes, et l'épisode a commencé depuis 5 minutes, donc il reste 15 minutes, c'est beaucoup trop long pour que j'attende vraiment l'arrêt complet. Je vais m'assurer que j'ai la possibilité de couper proprement l'épisode et leur dire, mais quand on reprend, quand il y aura de nouveau un temps d'écran, je vais reprendre exactement à ce moment-là. On va noter, quelquefois les applications peuvent le faire, se souvenir de où tu as arrêté. Quelquefois, on peut aussi noter le timing, l'épisode, si c'est en direct. Peut-être qu'on peut dire, attends, je regarde, est-ce que sur YouTube ou sur notre application, je peux retrouver cet épisode-là qui est rediffusé et on reprendra. Tu vois, c'est essayer de trouver, c'est pas négocier, c'est trouver un compromis des besoins. Tu veux voir la fin, je le comprends, mais moi, 15 minutes, c'est de trop par rapport au fait qu'on doit partir, on doit faire ci, on doit faire ça. C'est vraiment, pour moi, le meilleur moyen, c'est de se mettre à la place de son enfant autant que possible. De lui dire, j'entends que c'est hyper frustrant de s'arrêter maintenant, mais techniquement, j'ai pas le moyen d'attendre, en fait, parce qu'on doit partir, parce que voilà. Ça revient à l'accueil des émotions. Soyons clairs, ça revient à un accueil des émotions. Si je dois te partager un truc comme ça, je considère que la parentalité bienveillante, ce n'est rien d'autre que de l'intelligence émotionnelle, que de savoir accueillir, vivre, exprimer et communiquer les émotions dans des cas particuliers. C'est tout. C'est sincèrement, ce n'est que ça. C'est il y a une maman qui a rejoint la formation, tu vois, et elle m'avait posé la question de dire, voilà, elle doutait encore un petit peu, et elle me demandait si vraiment ça allait lui servir parce que son enfant est plus âgé, il a 9 ans. Bon, déjà, moi j'ai mes enfants, mon grand va avoir 11 ans, donc tout ce que je partage, ça match avec les enfants des âges que je connais. Et pour être tout à fait transparente, la formation telle que je te la propose, c'est en même temps que son enfant. Je donne des explications, je tourne tout dans une relation parent-enfant. Mais en vrai, c'est transposable pour n'importe quel type de relation. Que ce soit une relation de couple, que ce soit une relation avec ta famille, avec des amis, avec des collègues, avec des voisins. Ce n'est qu'une relation d'être humain à être humain. C'est ni plus ni moins que ça. Donc voilà un petit peu la petite aparté que je voulais te glisser. Donc, pour en revenir au cas où effectivement l'enfant, il veut un peu plus de temps, pour moi, il est important finalement de poser un cadre, tu l'auras compris, bienveillant et sécurisant à l'enfant. Et dans ce cadre, il y a des règles que l'enfant comprend, que l'enfant adhère volontairement et naturellement. Et oui, c'est possible grâce justement au compromis. Le fait est, admettons, c'est encore un système d'erreur, tu vois, j'échoue et je cherche à comprendre et on met en place pour pas que ça revienne. C'est ce que je dis dans le premier cas. C'est exactement la même chose, tu vois. Finalement là on s'est un petit peu disputé, il y a eu une colère, j'ai dû éteindre parce que 15 minutes c'était trop, j'ai dû éteindre en plein milieu de l'épisode. On accueille la colère de son enfant, on la comprend, ok. Mais en fait, on s'arrête pas là. Ce qui se passe, c'est qu'une fois que la colère est redescendue, une fois que tout le monde est de nouveau bien disposé, moi je te conseille, que ce soit Anissa, que ce soit Héloïse qui m'a aussi posé la question, ou si tu te sens concerné, c'est pose-toi avec ton enfant et demande-lui, dire, ok, là je vois, je t'ai prévenu peut-être trop tardivement par rapport à ta partie ou à l'émission, comment on peut faire à l'avenir pour pas revivre la même chose? Qu'est-ce qu'on peut faire? C'est le cas que je vis moi actuellement avec mon fils. Il joue à un jeu qui s'appelle Fortnite. Ce sont des parties en réseau, donc quand il a commencé une partie, pour lui c'est très très difficile d'en sortir. Il sait pas exactement combien de temps ça va être. Il va jouer. Il peut très bien commencer une partie et ça ne durer que 5 minutes s'il se fait éliminer très rapidement, ou aller jusqu'au bout et puis faire 20-30 minutes de jeu. Donc on est dans cette problématique. En fait c'est ce que je fais. Ce que je te conseille, je me l'applique à moi-même. C'est qu'en fait, je dis à mon fils, écoute, là, on a dû se fâcher avec papa. On a dû t'appeler 3 à 4 fois pour que tu t'arrêtes là où ton frère et ta sœur avaient arrêté leur temps d'écran avant. Comment on fait? Quelle solution on peut trouver? Est-ce que tu veux que quand on lance, genre les pâtes, le truc tout bête, je lance une casserole d'eau à chauffer pour les pâtes ou le riz,
Bah, je sais que dans 15 minutes, on passe à table, par exemple. Donc, est-ce que je te dis 15 minutes avant de dire, attention, ne commence pas une partie, peut-être va faire tes quêtes ou tes trucs que tu sais que tu maîtrises pour pas t'embarquer dans une partie, ou si tu t'embarques dans une partie, tu sais que tu devras arrêter, quoi qu'il arrive, et le responsabiliser finalement, tu vois. Donc, pour moi, c'est ça en fait. C'est vraiment, ok, la crise a eu lieu avec ton enfant. Pose-lui la question, comment on fait? Voilà mon besoin à moi. Moi, j'ai besoin, je déteste répéter. J'ai pas envie de me fâcher. J'ai pas envie que tu m'écoutes parce que je hausse la voix et que je crie. Je veux pas crier. C'est pas comme ça que je conçois notre relation. Toi, tu as besoin de pouvoir aller au bout de ton truc. Je le comprends. Alors, comment on fait? Bien sûr que ton enfant va te dire, bah, je sais pas. Moi aussi, mes enfants me disent, bah, je sais pas. Mais je les responsabilise. Je dis, ah, mais non. Si tu ne sais pas, alors on va faire à ma façon à moi. Propose-moi. Vas-y, je t'écoute. Et puis, c'est encore une fois, test and learn. On teste et on apprend. Ben, on fait une fois d'après d'une certaine façon. Non, ça convient pas toujours. Eh ben, on ajuste. Mais en tout cas, tu vois, il n'y a pas de négociation. Parce qu'en fait, le cadre, il est le même. Mon besoin, c'est de dire une seule fois les choses. Si je dois répéter, c'est que ça marche pas. Donc, on apprend, on réajuste. Voilà, un petit peu, bien entendu, enfin, on va plus loin. Je t'apprends à revoir les règles, je t'apprends à vraiment ce que ton enfant adhère naturellement et volontairement aux règles au sein de la formation s'élever en même temps que son enfant. Oui, je t'en parle beaucoup parce que les portes sont ouverts aujourd'hui. Donc voilà, je suis dans dans l'auto-promotion. Mais pour moi, c'est vraiment important que tu puisses en fait expliquer à ton enfant ton besoin, que vous sortiez de la négociation, parce que ça passera pas avec le temps, mais qu'au contraire, vous trouviez des compromis pour que les règles, vous les fassiez ensemble, pour que ça convienne à tout le monde. Pas seulement, voilà, la parentalité bienveillante, c'est pas du sacrifice parental, dire ah je dis oui à mon enfant. Non, on exprime notre besoin en tant que parent, on écoute le besoin, on accueille le besoin de notre enfant. Et on trouve le juste milieu. Ça, c'est un compromis. C'est pas de la négociation. Ça, c'est un compromis. Voilà un petit peu ce que je pouvais te partager. Qu'est-ce que j'avais marqué d'autre? Oui, effectivement, oui, je parle appliquer les conséquences naturelles. Voilà, quand ça déborde, quand ça va trop loin, oui, effectivement, je suis d'accord avec toi. Faut couper. Et à un moment donné, on n'a juste pas le choix. Donc, on accueille la colère, on accueille la frustration. Et puis, quand tout le monde est calmé, on discute calmement des besoins des uns et des autres. Et voilà. Ok, une autre question que j'ai vu passer élevage Whippets, coucou. J'ai vu passer ta question. J'ai une question que je n'ai pas eu le temps de poser avant. Quand je réprimande verbalement mon ado, je suis prise de fou rire. Comment reprendre mon calme, ne plus rire, être prise au sérieux? C'est toi qui est prise d'un fou rire ou c'est ton ado? C'est toi, hein, si je comprends bien ta question. Tu reprends ton fils, tu dis mon ado. Je suppose que c'est un garçon. Bon, enfin, en même temps, peu importe. En même temps, peu importe. Est-ce que tu es encore là? Si tu peux juste me dire si je vais pas répondre complètement à côté de ta question. C'est toi. Ok, c'est toi. Donc, c'est toi qui es prise d'un fou rire. Ok. Alors, j'ai envie de te dire, d'un côté, ça serait intéressant que tu cherches un petit peu à comprendre pourquoi tu te mets à rire. Est-ce que c'est parce que quand il y a un cadre trop ferme, comment tu gères toi quand on te pose quelque chose de très ferme? Est-ce que c'est un mécanisme de défense, par exemple, tu vois, où tu as connu une éducation peut-être stricte, où on t'a posé un cadre strict, que tu l'as mal vécu et que tu avais l'impression qu'on te rejetait ou qu'on t'aimait pas, et du coup, pour détendre l'atmosphère, on utilise l'humour, ou on rigole pour... Le rire, en fait, c'est aussi un moyen de décharger un trop-plein d'émotions. Donc tu vois, c'est pas nécessairement je me moque ou je le prends à la légère. C'est de la même façon que c'est les larmes, que c'est les poings serrés, la rougeur ou autre, c'est un moyen de décharger une émotion, le rire. Donc ça peut être aussi des rires de gêne, tu sais. Alors d'un premier point, j'ai envie de t'inviter à creuser pourquoi dans ce type de cadre où tu dois poser quelque chose, des limites, tu dois poser un cadre, ou gronder, hein, j'aime pas le terme, mais c'est le truc qui me vient en tête comme ça, que tu as besoin de rire.
Ça, c'est la première chose, je vais articuler. C'est la première des choses que j'ai envie de t'inviter à faire, c'est de te poser la question, pourquoi est-ce que tu rigoles dans ce type de situation? Ensuite, par rapport à ton fils, ton ado, j'ai envie de te dire, communique-lui. Écoute, voilà, je sais pas pourquoi, ou je travaille dessus, mais je rigole quand je suis en colère contre toi et que je veux te poser des limites et que là je suis à bout. Ne te méprends pas. C'est pas parce que je rigole que je suis pas sérieuse. Explique-lui en fait ton mode d'emploi quelque part. Tu vois, lui dire mais je suis très embêtée de de me mettre à rire dans ces moments-là, mais ne te leurre pas. Là, ça me révolte, je suis pas d'accord, je suis en colère, enfin, peu importe la situation si tu veux, mais précise-lui finalement. C'est ma façon à moi de gérer l'émotion à ce moment-là, mais te plante pas. Prends bien au sérieux que là, ça va trop loin. Alors, c'est peut-être que ça t'arrive dans les moments de tension sur le vif. Est-ce que ça t'arrive aussi quand c'est revenu au calme, quand tout le monde est revenu au calme et que tu débriefes la situation avec ton ado, voilà, ça n'a pas été, comment on peut faire? Est-ce que tu as déjà eu ces cas de situation où tu te mets à rire même quand vous débriefez et que l'émotion est redescendue? Ça aussi, ça pourrait te donner une piste aussi d'essayer de comprendre qu'est-ce que ça vient générer chez toi. Non, pas en débrief. Ouais, tu vois. Donc ça veut vraiment dire que ton rire, il est vraiment lié à un moyen de décharger un trop-plein d'émotions. C'est ta façon a priori à toi de décharger un trop-plein d'émotions. Donc en débrief, je suis calme, il m'écoute bien. Ouais, tu vois. Alors mon conseil, entre guillemets, c'est essaye de creuser un petit peu par rapport à ton vécu, ton histoire, ce que tu as vécu par le passé. Pourquoi est-ce que ta façon de décharger un trop-plein d'émotions passe par le rire, passe par de rigoler? 2, pendant la crise, entre guillemets, où tu rigoles mais que tu cherches à recadrer ton fils, précise-lui. Écoute, là je rigole, mais c'est parce que en fait c'est mauvais signe. C'est que je suis border en termes de gestion émotionnelle et que c'est ma façon de décharger, mais je suis très sérieuse dans ce que je te dis. Et ensuite, effectivement, tu débriefes. Et là, tu es au calme et là, tu seras prise au sérieux. N'aie pas peur que ton fils ne te prenne pas au sérieux, parce que si tu lui donnes ton mode d'emploi, si tu lui expliques que quand maman se met à rire, c'est pas bon signe. C'est qu'on est sur une pente glissante. Il va arrêter d'assimiler. Peut-être qu'il ne l'assimilait pas, si tu veux, à ne pas te prendre au sérieux. Mais en tout cas, il va comprendre que, effectivement, c'est au contraire, apprendre à prendre au sérieux ce que maman dit. Si la maman dragon arrive, on arrête ça tout de suite. Ok, j'adore, je rigole, c'est que c'est mauvais signe. Ouais, exactement. Tu lui donnes ton mode d'emploi et ensuite vous en débriefez calmement. En tout cas, c'est comme ça que, tu vois, si on était en coaching individuel, c'est comme ça que je t'accompagnerai. On va creuser d'un côté, donne ton mode d'emploi et puis donne-lui moyen de décoder tes signaux en fait. On a un langage corporel, la communication, elle est physique et verbale. Le verbal, c'est une part infime finalement de la communication. Il y a beaucoup plus de signaux dans notre posture, notre façon d'être. Je vais te donner un exemple. Moi, si je te fuis du regard, si je ne te regarde pas, c'est que je suis sacrément remontée contre toi. Tu vois, et ça mes enfants ils le savent. C'est qu'à partir du moment où je ne vais pas être en mesure de les regarder dans les yeux, ils savent que non, là c'est raté, maman a débordé et il va falloir ramer. On a merdé. Voilà. Allez, je continue dans les questions que j'ai reçues. Il est quelle heure? 13h08, je me dépêche. Alors, j'ai reçu une question de Cécile, qui a 2 enfants. Un enfant de 7 ans d'une première union et un deuxième enfant de 18 mois d'une nouvelle union. Donc, elle m'explique qu'elle est séparée du papa de son aîné, qui a presque 7 ans. Donc, ça, c'est une fille, son aînée, qui a un jugement en cours vis-à-vis de la garde, passage en garde alternée récemment malgré elle, changement d'école. Il y a beaucoup de tristesse et de colère accumulée chez son enfant, chez sa fille. C'est très difficile pour elle d'accepter la situation. Et depuis la naissance du deuxième, qui a donc 18 mois, sa fille a beaucoup d'amour pour son petit frère, mais aussi de la jalousie. Notamment depuis la mise en place de la garde alternée.
elle a très peur que l'on l'aime moins depuis qu'elle est moins souvent à la maison. Donc voilà, forcément Cécile, elle se sent rongée par les sentiments de sa fille. Et ça fait écho aussi en elle, parce qu'elle aimerait qu'elle soit davantage à la maison, mais elle essaye d'accepter tout ça, mais c'est très difficile. Alors, je pense que le cas d'une famille recomposée avec garde alternée, c'est quelque chose de très classique, malheureusement, de très classique. Voilà, pas de jugement dessus. Et c'est très complexe. Il y a beaucoup de sujets à parler. Il y a beaucoup de choses à aller travailler, l'accueil des émotions de sa fille par rapport à la tristesse, la colère, le changement d'école, ce genre de choses. Moi, je vais aujourd'hui, en tout cas, dans ce live-là, ce que je te propose, Cécile, je vais me concentrer sur la peur de ta fille d'être moins aimée, parce que finalement, ce petit frère, je comprends que c'est un petit frère, en tout cas, le nouveau bébé qui a 18 mois, est en permanence à la maison parce que il vit avec ses parents. Et elle, au contraire, elle est en garde alternée, donc elle est là peut-être une semaine sur 2 ou la moitié de la semaine. En tout cas, il y a la moitié du temps où elle n'est pas présente. Alors pour ça, j'ai envie de te dire, c'est effectivement très complexe parce que c'est compliqué. L'enfant peut avoir le sentiment de se dire, je suis à moitié sa fille parce que je suis à moitié présente. Tu vois ? Donc ça vient questionner sur le lien d'amour qui peut y avoir entre le parent et son enfant, qui vient être encore plus déstabilisé parce que dans le cas d'une séparation des parents, l'enfant comprend qu'un amour peut exister et puis à un moment donné, hop, exploser, il n'y a plus d'amour. Donc ça vient potentiellement réveiller une peur de ne plus être aimé de son parent parce que l'amour peut être retiré. Donc la première chose que j'aimerais te partager, à défaut de te conseiller, j'ai envie de te dire, c'est vraiment de peut-être d'insister auprès de ta fille en disant que l'amour d'un parent pour son enfant n'a strictement rien à voir avec un amour d'amoureux, tu vois, un amour d'adulte entre deux personnes qui se choisissent. Alors ça peut être difficile dans le cas où, par exemple, dans une séparation, un des parents ne veut plus garder l'enfant ou ne veut pas s'en occuper ou autre. Donc là, j'ai envie de te conseiller plutôt de focaliser sur ton amour à toi et expliquer que ton amour à toi, c'est pas un amour d'amoureux, c'est un amour de filiation. C'est ton enfant. Que ce soit ton enfant biologique ou que ce soit ton enfant adopté, peu importe. Ça n'empêche que c'est on choisit d'avoir un enfant. Ou si c'est une grossesse surprise, on choisit de garder cet enfant, on choisit de l'élever. Donc c'est vraiment, il y a cette filiation et ça n'a rien à voir. Enfin, on choisit de l'aimer, non, là on rembobine. Maud, elle a dit des bêtises. Comment dire, l'amour qu'on a pour notre enfant, il est mammifère, il est primaire, c'est animal. On se sent lié à jamais avec nos enfants. Un compagnon ou une compagne, un amoureux, une amoureuse, on choisit parce qu'on apprécie la personne pour certaines qualités physiques, intellectuelles, peu importe. On choisit. Et c'est d'arriver à expliquer à notre enfant ce concept qui est quand même difficile, hein, même pour nous adultes, mais de dire c'est pas la même chose. Donc un amour d'amoureux, d'amoureuse, c'est quelque chose qui s'entretient, qui se nourrit, au jour le jour, pour le faire vivre. Un amour, en tout cas moi l'amour que j'ai pour toi, mon enfant, j'ai pas besoin de le cultiver, il est instinctif. Donc c'est déjà de dissocier cette idée de mes parents se sont séparés parce qu'ils ne s'aiment plus, alors un jour peut-être que mes parents ne m'aimeront plus. Premier point. Le deuxième point, c'est effectivement par rapport au fait que ta fille n'est pas présente H24 avec toi. Et contrairement à ton deuxième enfant, avec qui tu partages, avec ton nouveau compagnon. Effectivement, tu expliques à ta fille que, mais je comprends ta peur de dire que je vais moins t'aimer parce qu'on se voit moitié moins de temps. Mais tu restes toujours 100% ma fille. Et même quand tu n'es pas là, je pense à toi. Je t'aime. Tu peux te servir de support de livre pour ça.
J'ai plus le titre. Je le mettrai en description. Je le mettrai en description du replay qui sera sur mon compte Instagram. Je te donnerai le livre. Je sais plus. Je t'aimerai quoi qu'il arrive. C'est l'histoire. Il y a 2 histoires. Il y a 2 livres différents et à chaque fois c'est une maman renard avec son bébé renard. Et j'adore ces livres-là parce qu'ils expliquent que même si on est pas avec notre enfant, on pense à lui, on l'aime. Que quoi qu'il arrive, même s'il fait des bêtises, même si on l'aime, tu vois. Et ces 2 livres-là, pour moi, ils sont très complémentaires et ils viennent vraiment illustrer ce que j'essaye de te faire passer là depuis 10 minutes dans mon live. Donc voilà un petit peu comment déjà je pourrais la rassurer sur le fait que non mais mon amour pour toi, il est indescriptible, infaillible et qu'il est pas à 50% parce que t'es 50% chez ton père, il sera toujours à 100%. Par rapport à la jalousie avec ce petit frère ou sa petite sœur de 18 mois qui est en permanence avec toi, elle, contrairement à ta fille qui est en garde alternée, c'est d'expliquer que l'amour que tu as pour elle, pour tes 2 enfants, est identique et d'une force identique, mais peut-être différent. C'est quelque chose que j'en ai un petit peu parlé dans un épisode de podcast. C'est finalement, tu sais, moi, mes enfants, par exemple, tu sais, il y a cette fameuse, voilà, je reconstruis ma phrase, on reprend depuis le début. Tu connais sans doute cette expression anglaise, love to the moon and back. Voilà, je t'aime jusqu'aux étoiles et le retour. Je sais pas pourquoi, j'étais partie de ça. Et mon aîné, j'ai toujours dit que je l'aimais fort comme la terre. Ce qui n'a strictement aussi qui veut rien dire, hein, mais voilà, je l'aime fort comme la terre. Et quand je suis tombée enceinte de ma fille, je voulais aussi montrer que j'aimais tout autant mon enfant, mais d'une manière différente. Ils sont 2 êtres différents. L'amour est différent, et c'est logique, et c'est normal, mais la force de l'amour est identique. Donc j'ai trouvé une formulation différente. Ma fille, c'est je l'aime plus haut que le ciel. Voilà. Et mon dernier, c'est je l'aime plus chaud que le soleil. Donc c'est que des choses, ça veut rien dire, et c'est maximisé. Ils ont chacun leur phrase, et ça me permet, moi en tout cas, de leur transmettre le fait que je les aime tous les 3, avec la même force, mais d'une manière unique et spécifique. Donc, j'ai envie de t'inviter aussi à en parler avec ta fille. Elle a 7 ans. 7 ans, on dit l'âge de raison, tout ça. Effectivement, d'un point de vue émotionnel, on gagne un petit peu en maturité. Enfin, en tout cas, il y a un cap qui est en train de se passer. Donc, tu peux vraiment échanger avec elle et vraiment essayer d'accueillir ses émotions, pas dire non, mais bien sûr que j'aime. Non, faut prendre le temps de dire, ah, tu as l'impression que je t'aime moins à 50% parce que tu es à 50% à la maison. Non. Voilà, c'est vraiment, on insiste sur une force d'amour identique. On insiste sur le fait que l'amour qui se défait entre des amoureux, ça n'a rien à voir. Que l'amour que moi je te porte, mon enfant, c'est pas du tout la même chose. Tu vois, voilà. C'est un petit peu comme ça que j'aborderai la question. Je vois aussi dans les commentaires, il y a une proposition, peut-être la faire participer dans l'organisation de la partie du temps où elle est absente, pour l'impliquer. Exactement. Dire que tu es toujours... Ah tiens, ça m'est pensé à quelque chose, tu vois. Montre à ta fille que tu existes toujours dans la famille, même en étant absente, que effectivement elle a son mot à dire. L'implication des enfants, pour moi, c'est primordial, effectivement. Il y a un piège à éviter. Il y a un piège à éviter, je l'ai connu ce piège-là. J'ai 10 ans d'écart avec mon petit frère. Ce qui fait que, voilà, quand j'ai quitté la maison pour mes études, j'avais 18 ans, il en avait 8. Ma maman, c'est tombé au moment de sa dépression. Ma maman a très mal vécu le fait que je parte. Et quand elle m'écrivait, elle marquait toujours 3/4 de la famille Allais. Voilà, mon nom de famille, je m'appelle Maud Allais. Les 3/4 de la famille, comme si la famille était incomplète jusqu'à ce que je revienne le week-end. Et elle disait à mon frère, ben non, on va pas au cinéma, on va pas à la piscine, on attend que Maud revienne, qu'on soit tous ensemble, faire les choses en famille tous ensemble. Bah, le problème de faire comme ça, c'est que, alors effectivement, moi, je me sentais inclus. Hein, effectivement, j'avais 18 ans en même temps, j'étais grande, hein, mais effectivement, je me sentais inclus. Par contre, mon frère, lui, il a grandi avec la notion de se dire, mais je ne suffis pas à ma mère. Je ne suis pas suffisant, il faut qu'on soit tous les 4 pour que ça existe. Donc, impliquer ta fille dans la gestion, effectivement, oui,
Mais tout en, c'est un difficile équilibre. On est bien d'accord. Hein, j'ai jamais dit que c'était facile. Mais tu vois, c'est de lui montrer qu'elle fait partie de la famille, tout en continuant de vivre, parce que ton fils, enfin en tout cas le petit de 18 mois, en grandissant, faut pas non plus qu'il grandisse avec le sentiment de dire la famille n'existe que quand tout le monde est au complet. Voilà, ça rajoute ça rajoute peut-être une inquiétude à ta question initiale, mais c'est important pour moi aussi de te glisser parce que je sais ce que ça peut faire. J'ai vu ce que ça fait en tout cas chez mon frère. J'ai vu ce que ça a fait chez mon frère. Et pourtant on n'est pas une famille recomposée, mais pour autant, tu vois, c'est un difficile équilibre. L'accueil des émotions va être d'autant plus important chez tes deux enfants. Voilà ce que je pouvais te partager, Cécile, par rapport à ta question. Il est 13h20. Alors, on continue encore, il y en a un petit peu. J'ai une dernière question que j'ai reçue de Latifa, qui a 2 enfants, 5 ans et 2 ans. Alors, une des problématiques récurrentes que je rencontre avec ma fille de 2 ans est le fait qu'elle râle beaucoup ou qu'elle parle mal. Ça me challenge beaucoup car je ne sais pas comment réagir pour lui faire comprendre qu'elle doit s'exprimer autrement. Je me demandais si tu aurais des idées à mettre en place dans ce cas précis. Alors, oui, effectivement. Alors, 2 ans, je sais pas trop Latifa, ce que tu veux dire quand tu dis qu'elle râle beaucoup ou qu'elle parle mal. Est-ce que c'est parce que ta fille n'a pas encore complètement développé son langage et que du coup, elle est difficilement compréhensible, ou si c'est parce que quand tu dis qu'elle râle, c'est que j'aime pas le terme, mais communément on dit elle chouine quand ça va pas ou autre, et que du coup elle parle pas et on comprend pas. J'ai des problèmes capillaires, les cheveux rebelles. Quelle que soit ta réponse, finalement, quelle que soit ta question, ma réponse sera la même, Latifa, c'est d'exprimer à ton enfant, je ne te comprends pas. Quand tu ne m'exprimes pas correctement, je ne peux pas comprendre, donc je ne peux pas t'aider. Comment on peut faire? Peut-être de lui proposer un autre canal de communication. Je vais partir du principe où ta fille sait parler, mais qu'elle va chouiner, entre guillemets. Tu vois, moi c'est le cas. Ma deuxième, Choupinette, elle va avoir 9 ans bientôt, donc elle est grande, hein. Mais ça reste une enfant dont la communication, elle parle parfaitement, hein, voilà. Mais la communication verbale n'est pas son premier canal. C'est une enfant kinesthésique. Elle exprime par le corps. Donc, quand ça ne va pas comme elle veut, bon déjà c'est une huître, elle referme absolument tout, et puis alors ça se voit physiquement, et puis il n'y a plus rien qui sort. Donc il n'y a pas de communication de qu'est-ce qui t'a vexé, qu'est-ce qui ne va pas, quel est ton besoin, comment on peut sortir. Voilà, il faut que j'y aille au pied de biche pour essayer d'ouvrir mon huître comme ça, et qu'elle puisse s'exprimer un petit peu, et que je puisse comprendre le problème pour essayer de trouver une solution, finalement, pour essayer de trouver un moyen de sortir de la tempête émotionnelle dans laquelle elle est en train de s'enfermer. Donc tu vois, c'est valable aussi, hein, que ta fille sache parler correctement et qu'elle chouine, ou que finalement c'est parce qu'elle a 2 ans et qu'elle s'exprime pas correctement. C'est finalement d'expliquer à ta fille que tu as besoin d'un moyen de communication avec elle pour pouvoir l'accompagner et participer à trouver une solution. Et ça, en fait, j'ai envie de te dire, entre guillemets, c'est simple. Entre guillemets. Les moyens simples que moi, en tout cas, j'ai mis en place et qui sont valables, même avec une enfant de 2 ans, ça va être de trouver donc un autre canal de communication. Ça peut être la langue des signes. J'utilise encore, mes enfants ont 11 ans, 9 ans et bientôt 6, j'utilise encore la langue des signes avec eux. C'est un moyen qui m'évite de répéter, clairement, qui m'évite de hurler en public devant tout le monde quand je veux qu'ils se calment. Hein. Je fais le signe et je peux te dire qu'ils comprennent parfaitement qu'il faut arrêter maintenant. Donc la langue des signes, c'est pour tout. La Choupinette, quand elle se braque, elle est capable de me faire ça. Et donc je sais qu'en fait c'est de la colère. Voilà, elle est en train de bouillir intérieurement et que, ok, ça me dit pas de quoi, mais je peux commencer l'accueil des émotions. Tu vois, donc, et l'accueil des émotions, c'est ça qui va me permettre de mettre le pied de biche, d'ouvrir et de comprendre le besoin qu'il y a derrière, tu vois. Donc ça peut être, comme je disais, la langue des signes. Ça peut être de jouer, dire, montre-moi ce qui s'est passé avec tes Playmobil, tes peluches, tes poupées, peu importe, tu vois.
montre-moi. C'est par un dessin. 2 ans, ça peut être un peu compliqué pour interpréter le dessin, si tu veux, mais en tout cas, jouer la scène, ça peut être utile aussi, tu vois. Ça peut être aussi de montrer sur un support, que ce soit sur un livre, sur des cartes. Donc là, je te glisse mon petit projet d'un jeu de cartes. Alors, c'est pas un jeu de cartes, un set de cartes qui permettent de décrypter les émotions de l'enfant et toi, te donner les clés en tant que parent pour comprendre les émotions, les décrypter et accompagner ton enfant. Donc voilà, peut-être un jour, ce futur set de cartes que je vais sortir, voilà, ou à travers le dessin, trouver un autre canal de communication autre que le verbal. On a instinctivement le verbal qui nous vient instinctivement, mais soit ton enfant est trop jeune, soit, tu vois, ma fille, 9 ans, c'est pas son canal de prédilection, de communication. Sa communication à elle passe par les gestes, passe par le bruit aussi. Elle va marmonner. Voilà, des trucs hyper désagréables qui me tapent sur le système. Mais c'est son mode de communication. Donc, ok, on avance, on apprend. L'autre élément que je vois aussi, que je voulais te partager, c'est le fait qu'effectivement, quand notre enfant comme ça, tu vois, Latifa, tu me dis voilà que ta fille parle mal, c'est peut-être parle mal dans le sens provoqué. Là, c'est cette notion d'attention. Je sais pas si tu connais mon épisode de podcast où je parle justement de l'attention positive et négative. C'est que finalement, un enfant qui parle mal, ou qui va taper, enfin qui va avoir un comportement en tout cas inacceptable, c'est une recherche d'attention. On se dit mais il me cherche, il me provoque. Oui, mais pas dans le sens où on l'entend de vouloir nous embêter ou autre. Non. L'enfant va chercher, va provoquer pour capter l'attention. C'est un appel à l'aide, en fait. C'est un appel à l'aide de notre enfant. Donc, notre réaction automatique, ça va être le rejet. Dire, ah non, mais je veux pas entendre ce bruit, je veux pas entendre tes jérémiades, je veux pas que tu me tapes. Donc, on va rejeter. Mais ça vient. On rentre dans le cercle vicieux parce que notre enfant ne veut pas être rejeté. Au contraire, il a besoin d'aide, il a besoin d'être rassuré, il a besoin d'être accompagné, il a besoin. Et là, on rentre dans le cercle vicieux. Donc, au contraire, tiens, ok, tu veux de l'attention. On en décrit ensuite, quand la crise est terminée, on en parle. Là, c'est pas la bonne façon de demander de l'attention. Voilà, on travaille encore une fois le après. Mais sur le pendant, c'est ok. Est-ce que tu as besoin que je te recharge en amour? Est-ce que tu as besoin d'un câlin? On accueille l'émotion. La priorité, c'est pas de répondre aux besoins, c'est pas de trouver une solution, c'est d'accueillir l'émotion. C'est la priorité numéro 1. Par contre, quelquefois, moi je dis quand ma fille se met à marmonner, ça me tape sur le système. Donc je peux pas accueillir à ce moment-là. Et je lui dis, j'écoute, je sais que tu as besoin, je veux te donner le câlin parce que je vois que tu en as besoin, ou voilà, je sais que ça te fera du bien, ou ce genre de choses. S'il te plaît, bois, respire. Voilà, il y a plein de... Encore une fois, c'est quelque chose qu'on voit dans la formation, parce que c'est de l'accueil des émotions, c'est respecter nos besoins à nous et respecter ceux de l'enfant. Mais c'est vraiment, voilà, j'ai envie de te dire, la réponse, c'est accueille l'émotion de ton enfant. C'est... fais-le sortir de sa tempête émotionnelle. Et ensuite, on en discute. Ensuite, on trouve des solutions pour ne pas replonger dedans. Et si c'est quelque chose que ta fille a comme mode de communication, d'essayer de provoquer pour générer, c'est effectivement, on en parle. Dire, ça ne me donne pas envie d'aller vers toi. Je comprends, mais trouvons un autre moyen de communiquer. Je t'ai dit encore une fois, Choupinette est une enfant kinesthésique, dans le mouvement, dans la gestion du corps. Quand elle a besoin, elle me l'écrit. Je t'explique pas le nombre de mots, en plus je les garde, le nombre de mots qu'elle a, où elle m'a écrit, alors à sa façon, plein de fautes, mais je m'en fous, où elle m'explique, mais c'est parce que je suis jalouse, tu t'es trop occupée de mon frère, tu vois, on trouve un autre canal. Alors à 2 ans, ta fille va pas pouvoir écrire, effectivement, mais je t'ai donné plein d'autres pistes que tu peux mettre en place. Voilà, j'ai fait le tour des questions, on est quasiment à 13h30. On a fait 1 heure de coaching de groupe en live. Donc, j'ai tenu mon pari de ne pas déborder et de répondre à toutes les questions reçues. Alors, je vais voir si j'en ai pas reçu d'autres entre-temps. N'hésite pas, s'il y en a. Même si on arrive sur la fin du temps, je te répondrai en message privé avec grand plaisir.
Ah, Audrey, d'accord, tu me disais pas de questions particulières, mauvaise manip, je t'écoute avec grand intérêt. D'accord, ouais, je suis la première à faire des mauvaises manips, alors c'est pas moi qui vais te jeter la pierre. Ok, eh ben écoute, on a l'air bien. Donc, je t'avais dit, si tu restais jusqu'à la fin de ce coaching de groupe, comme je te l'ai expliqué au tout départ, la formation s'élever en même temps que son enfant est un accompagnement en ligne. Donc, il y a effectivement une formation que tu suis à ton rythme, facilement via un podcast privé, c'est-à-dire que tu n'as pas besoin de dédier, d'avoir du temps, parce que je sais que tu n'en as pas du temps. Donc, tu peux m'écouter pendant que tu fais le ménage, la cuisine, le repassage, pendant les transports. Voilà, tu peux vraiment suivre la formation pendant tous les temps morts. Donc, ça ne te prend pas du temps supplémentaire. C'est pas comme le podcast. Le podcast s'élever en même temps que son enfant, de mon contenu gratuit public. Parce que dans la formation, je vais beaucoup plus loin. Je te pose des questions pour te faire des prises de conscience, des passages à l'action. Donc effectivement, il y a ce petit temps-là qui va s'ajouter, où tu vas laisser infuser un petit peu les audios que tu auras écoutés. Et puis, pour pouvoir mettre en place les choses. Tu as les coachings de groupe, donc les 6 coachings de groupe, qui sont avec le groupe privé de la formation où tu me poses absolument toutes tes questions. Et dans cette formation, donc, on voit le module préparatoire qui est sur changer de regard. Vraiment, on fait le ménage de printemps, j'ai envie de te dire, de toutes tes croyances, pour vraiment partir sur des bases saines. Le premier module ensuite est sur les émotions, parce que je te l'expliquais, je te l'ai dit pendant ce live. La parentalité bienveillante, ce n'est ni plus ni moins que de la mise en pratique de cas particuliers de la gestion émotionnelle. Ni plus ni moins. Ensuite, on va voir justement comment créer ce cadre bienveillant et sécurisant. On va revoir tes règles à toi, de telle sorte de faire le tri, encore une fois, et les construire pour que ton enfant y adhère volontairement et naturellement. Donc, on arrête de crier, de s'époumoner en permanence. Que si jamais il y a des débordements, comment on rebondit, on apprend des situations, comment on gère sans punition, par exemple. Le module suivant ensuite, c'est pour la confiance en soi. Comment développer la confiance en soi de ton enfant. Comment développer ta confiance en toi, maman. Parce qu'encore une fois, on incarne. Le module suivant, c'est comment créer la coopération volontaire et naturelle de ton enfant pour qu'il participe à la vie de la maison et que ça lui semble naturel et normal. Donc, fini de dire non mais t'as pas fait, t'as pas rangé, ton linge sale traîne pas. Non, tout ça c'est fini. Voilà. Et puis, le cerise sur le gâteau, c'est l'ambiance à la maison. Une ambiance de nouveau sereine et joyeuse. Comment faire en sorte pour que finalement les relations au sein de la fratrie se passent bien, la relation entre parents se passe bien. Voilà. Donc, ce que je t'expliquais, la surprise que je te proposais, c'est que si tu rejoins la formation aujourd'hui, eh bien, en fait, les 3 premières personnes inscrites à la formation s'élever en même temps que son enfant bénéficieront d'1 heure de coaching individuel avec moi. Voilà, c'est ça en fait le truc, c'est que pour vraiment te permettre d'aller plus loin, et cette heure de coaching individuel avec moi, tu la places quand tu veux, en fonction de ton besoin. Donc si tu veux avancer un petit peu dans la formation et ensuite revenir vers moi, ou on commence direct, vraiment libre à toi. Mais mon temps n'est pas extensible, donc je le réserve à 3 personnes. Les 3 premières personnes qui rejoignent la formation s'élever en même temps que son enfant, dont les portes ouvrent aujourd'hui, bénéficieront de cette offre, tout simplement. Alors il y a pas, c'est moi qui vais voir en fait l'ordre d'arrivée et je te recontacte en fait direct en disant bravo, t'es la numéro 1, t'es la numéro 2, t'es la numéro 3. Pendant le live, j'ai vu, il y a une personne qui s'est inscrite, donc j'ai envie de te dire, il reste 2 places aujourd'hui, il reste 2 places maintenant pour ce coaching individuel d'1 heure avec moi, si tu rejoins la formation s'élever en même temps que son enfant. Pour la trouver, c'est très simple. Tu vas sur merecredi.com, merecredi.com/formation, au singulier, tout simplement. Et tu tombes sur la page de vente de la formation. Voilà. J'en ai fini pour l'instant, j'ai envie de dire, d'autopromotion. Les portes de la formation sont ouvertes jusqu'au 16 avril. Au 16 avril à minuit, je referme pour me concentrer et accompagner les personnes qui sont dans la formation, parce que tu l'auras compris, c'est un accompagnement en ligne. Donc, il y a les coachings individuels, il y a le groupe privé. Voilà. Donc, je me concentre dessus avant de pouvoir les réouvrir de nouveau. Très probablement, je pense, à l'automne 2024. Voilà. Donc, je ne sais pas si tu as encore des questions. Sans quoi,
on arrêtera le live. C'était un plaisir de vous voir toutes aujourd'hui. J'espère qu'en tout cas, ça vous a donné des pistes, des questions, des pistes. En tout cas, voilà. Mon but, c'était vraiment de t'apporter de la valeur, de t'apporter des choses concrètes. C'est ce qui me tient à cœur. C'est un petit peu mon ADN, ça. Donc, j'espère que j'arrive à le transmettre. C'est surtout ça, c'est que j'espère que ça arrive à passer et que ce que je te partage, t'est utile. Ok ? Y a pas de questions a priori. Très bien. Je te souhaite une très bonne journée et puis je te dis peut-être à très bientôt. Ciao! Je te remercie d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. Si tu souhaites soutenir le podcast pour m'encourager à continuer à créer des épisodes, tu peux le faire sur le site mercredi.com/soutien en me faisant un don libre. Une autre façon de m'encourager et qui est vraiment très efficace, c'est d'en parler tout simplement autour de toi, de partager le podcast, le site. Et si le cœur t'en dit, c'est également de me laisser un commentaire ou une note sur Apple Podcast, Spotify, quelle que soit la plateforme si elle te le permet. Ça m'aide vraiment à faire connaître le podcast, à diffuser ce message qu'une autre façon de la parentalité est possible. Un grand merci à celles et ceux qui prennent le temps de le faire, mais également ceux qui m'envoient des messages privés. Ça me fait toujours très chaud au cœur. Je te souhaite une excellente journée, après-midi, soirée, quel que soit le moment où tu écoutes, et je te dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Ciao!